Il y a maintenant donc les questions orales. Donc je fais une petite remarque sur ces questions orales. Visiblement, il y a quelques élus nouveaux qui n'ont pas tout à fait bien saisi la destination donc, de ces questions orales. Donc il y en a qui, parce que la longueur des questions est quand même un peu excessive. Alors, donc je souhaite que chacun se régule de ce point de vue. Éventuellement, donc sans quoi on régulera la longueur au règlement intérieur pour que les choses restent dans des proportions. Donc, Madame Bedin, première question, et c'est Samir Al-Deloued qui répondra. Merci. Monsieur le maire, le 16 mars dernier, nous entrions en confinement. Aujourd'hui, nous voyons à nouveau les mesures de protection sanitaire renforcées. Pendant 6 mois, nous avons vu et vécu le véritable pouvoir des collectivités, souvent bien plus efficace, pragmatique et réactif que le pouvoir central. Ces 6 derniers mois plaident évidemment pour poursuivre activement la décentralisation. Pardon, j'avais oublié que je disais ça dans la question, je l'ai redit tout à l'heure, je m'en excuse. Ces efforts des collectivités ont bien sûr coûté cher. Nous aimerions aujourd'hui connaître l'état des dépenses communales liées à la Covid-19, ainsi que l'état des recettes que nous avons reçues et que nous allons pouvoir libérer pour financer cette situation exceptionnelle. Merci. Madame Bedin, chers collègues, tout d'abord, la crise n'est pas terminée. Ce qu'on peut dire, c'est que cette crise met l'accent sur l'importance des collectivités locales dans la gestion quotidienne de cette crise. Les maires se sont retrouvés en première ligne durant la phase la plus aiguë de la crise, entre le 15 mars et le 11 mai, puis lors de la réouverture des écoles. Et s'il y a bien un enseignement à tirer de cette séquence, c'est le rôle déterminant des communes et du service public local pour ce type de situation. L'action de la ville a porté sur plusieurs fronts. D'abord, la protection des habitants et du personnel communal, avec la distribution de 210 000 masques à l'ensemble de la population, aux jeunes, dans les résidences étudiantes, dans les foyers migrants, dans les établissements de personnes handicapées et dans tous les services municipaux. À cela s'ajoute l'achat de produits désinfectants, de gants, de blouses et de divers matériels de sécurité sanitaire. Ce premier poste représente une dépense de 1,4 million d'euros. Deuxième front, celui de la santé publique. Nous avons été la première ville à ouvrir un centre municipal exclusivement dédié aux personnes présentant des symptômes du Covid-19 et à mettre en place un suivi personnalisé des personnes malades. Nous avons également réalisé plusieurs opérations de dépistage du virus dans les foyers de migrants, sur les marchés et sur le campus de l'université. Nous avons également apporté une aide technique à l'hôpital par la mise en place de structures d'accueil provisoires et la fourniture de blouses, de gants et charlottes. Ces dépenses devraient être normalement compensées par la sécurité sociale via l'Agence régionale de santé. Toutefois, l'expérience de gestion de notre centre communal de santé montre, comme le confirme le rapport de la Chambre régionale des comptes, que les compensations ne sont jamais totalement à 100%. Troisième front, celui de la solidarité, puisqu'avec le CCAS, nous avons dû faire face à une forte augmentation des demandes de portage de repas à domicile, en particulier auprès des personnes isolées, personnes âgées et handicapées. Nous avons également apporté une aide logistique aux associations qui ont effectué un formidable travail auprès des plus fragiles. À cela s'ajoute une aide directe aux familles par l'annulation des factures de cantine et des centres de loisirs du 1er janvier au 30 mars, la gratuité du premier semestre pour le périscolaire, ainsi que des aides directes aux personnes âgées les plus démunies, pour un montant total de 206 985 euros. Mais concernant le détail du coût du Covid, à ce stade de l'année évidemment, et au regard de la reprise de la pandémie, il est difficile d'établir un bilan définitif. En effet, de nombreuses recettes ne sont pas encore perçues, comme la compensation par la CAF des pertes de recettes pendant la période de fermeture des crèches municipales, 1 172 000 euros attendus, et lors de l'ouverture progressive, ainsi que le remboursement des masques par la préfecture pour 150 000 euros. La ville attend aussi des éléments sur la perte de recettes du centre communal de santé par la CAF 92. Ce qui est certain, c'est que la ville ne pourra pas toucher les recettes de 2,1 millions d'euros inscrites lors du budget le 6 juillet 2020 que nous avons voté, puisque l'État
pour l'État, le dynamisme de la fiscalité, notamment la taxe additionnelle aux droits de mutation de la ville de Nanterre, doit nous permettre de faire face aux dépenses Covid. Or, comme je l'ai déjà dit, ces nouvelles recettes fiscales sont avant tout destinées à financer les dépenses liées aux nouveaux habitants pour le recrutement de personnel, par exemple, dans les écoles, les crèches, ce qui est évidemment injuste. Ce qui est presque établi, c'est que les dépenses éligibles au Covid, comme exposé dans le budget 2020, sont globalement conformes avec, pour rappel, 1,2 million de dépenses supplémentaires nécessaires en temps de crise avec l'achat de masques, de produits d'aménagement, de pistes cyclables, par exemple, et les coûts de communication. 3,9 millions d'euros de salaires à travers le maintien de contrats temporaires de la prime et de la prime. Du côté des recettes, c'est plus de 3,4 millions d'euros qui sont perdus suite à la baisse de prestations des recettes d'usagers. Les crèches, les activités de loisirs, par exemple. À cela s'ajoutent les redevances sur l'occupation du domaine public qui sont en baisse. En contrepartie, les dépenses non réalisées suite au Covid s'élèvent à 1,7 million d'euros, à travers l'annulation des séjours, par exemple. Du côté des subventions, il y a l'aide du département pour 968 000 euros, qui était inscrit à l'ordre du jour ce soir, et l'aide de la métropole du Grand Paris pour 87 168 euros. La région, quant à elle, s'est engagée à verser 67 700 euros. Il est donc trop tôt pour faire un bilan global. Je vous ai indiqué les chiffres afin de vous montrer que la ville suit de près ce sujet. Je vous donnerai évidemment un bilan détaillé à la fin de cette crise. Ce constat nous conduit à demander avec de très nombreuses autres villes que le plan de relance économique annoncé par le gouvernement à hauteur de 100 milliards d'euros intègre un volet de soutien aux collectivités locales, et en premier lieu aux communes qui ont été les plus impactées. Malheureusement, le plan de relance qui vient d'être annoncé ne prévoit aucun chapitre spécifique pour aider les collectivités, à l'exception d'un abondement de la dotation de soutien à l'investissement local, qui est, en quelque sorte, un appel à projet sur lequel nous n'avons aucune certitude d'être retenus. Je vous remercie en tout cas pour cette question, car elle a permis d'apporter toutes ces précisions au conseil municipal. Merci. Alors la prochaine question est posée par M. Ribaud, mais il n'est pas là. Donc on passe à la suivante, qui est donc Mme Hélène de Cise-Lartigot. Monsieur le maire, vous avez récemment organisé des visites urbaines pour identifier et comprendre les îlots de chaleur et les îlots de fraîcheur au sein de nos quartiers. C'était une initiative très intéressante à laquelle Nanterre Ensemble a participé. Certains d'entre nous ont à cette occasion posé des questions à l'élu en charge, M. Gaucher-Casalis, et sans réponse à ce moment-là, nous réitérons ici ces questions, puisque celles-ci intéressent l'ensemble de notre collectivité. Puisque nous avons constaté que les îlots de chaleur étaient nombreux, étant donné la densification urbaine importante de notre ville, sans espace de fraîcheur suffisant, quelles actions la ville entreprend pour remédier à cette situation ? Il nous semble que les programmes immobiliers en cours, autorisés et voulus par votre majorité, ne font pas assez attention à cette préoccupation, par exemple autour du Monoprix. Était-il vraiment nécessaire de construire un immeuble en détruisant au passage une maison ancienne, au lieu de laisser le centre-ville respirer à cet endroit extrêmement fréquenté ? Un autre exemple, à l'endroit du futur centre de santé. Conservera-t-on les arbres anciens et les espaces verts ? Merci de votre réponse sur le plan général et sur ces exemples précis. Alors pour commencer, je tenais à vous remercier, vous et tous les autres élus qui ont participé à ces balades thermiques. Pour rappel, ces déambulations étaient proposées dans le cadre d'une étude commissionnée par la ville sur les îlots de chaleur urbains à Nanterre, dont nous attendons les résultats d'ici la fin 2020. Commençons par préciser qu'il ne nous appartient pas de présupposer les conclusions de cette étude, qui nous permettront de déterminer précisément les orientations stratégiques à suivre afin de résoudre au mieux les écarts de température en ville. Il est néanmoins clair qu'à l'instar de la majorité des agglomérations, les îlots de chaleur urbains sont courants à Nanterre. L'écart de température entre les surfaces minérales et les surfaces végétales est notamment perceptible en temps caniculaire. Des épisodes qui sont malheureusement destinés à se reproduire de manière de plus en plus fréquente, comme vous le savez. Face à ce constat, nous faisons le pari de la réduction des surfaces minérales en faveur de la végétation. À ce titre, plusieurs stratégies ont été mises en place à Nanterre, et ce depuis de nombreuses années. Plantation de 2150 arbres depuis 2014, la création de 15 hectares d'espaces verts en 10 ans et de 8 jardins partagés depuis 2016, un programme de végétalisation des cours d'école,
Et enfin, le soutien à des projets de végétalisation portés par des citoyens et financés par le budget participatif. Ces actions, elles sont très nombreuses et je ne peux toutes vous les citer en quelques minutes. Je vous invite à vous référer au rapport sur le développement durable de 2019 pour plus de précisions. Dans la continuité de ces actions, nous avons redoublé d'ambition pour le mandat 2020-2026. Le parc des anciennes mairies et le parc du chemin de l'île seront agrandis. Des îlots de verdure seront créés. 5000 arbres seront plantés et de nouveaux jardins partagés seront aménagés avec une attention marquée à la localisation de ces espaces afin de favoriser l'accès de toutes et tous à ces îlots de fraîcheur. Vous soulignez par ailleurs à juste titre le risque de minéralisation de l'espace public en lien avec les programmes immobiliers. Soucieuse de mettre en place une politique cohérente d'agencement de l'espace, la ville travaille depuis plusieurs années avec les aménageurs pour livrer de nouveaux espaces verts structurants. Citons à titre d'exemple le site Arboretum qui permettra la plantation de 1000 arbres et la livraison d'un nouvel espace d'agriculture urbaine. Pour cadrer la production de logements neufs, la ville s'est également dotée de la charte qualité des constructions neuves, un outil de partenariat et de négociation proposant d'aller plus loin que la législation en vigueur en matière d'aménagement. Rappelons également que le plan local d'urbanisme avance des dispositions de végétalisation de toitures pouvant atteindre jusqu'à une couverture de 100% par de la végétalisation, des énergies renouvelables ou un usage à destination des occupants. La mobilisation des aménageurs fait donc partie intégrante de notre stratégie de lutte contre les îlots de chaleur. Passons à présent aux exemples que vous évoquez. Concernant l'opération immobilière de la rue Maurice-Thorez, je répondrai en 2 points. Premièrement, cette opération aura pour effet de pérenniser l'offre médicale dans le centre-ville, d'implanter une librairie, de renforcer la mixité sociale dans le centre ancien et de lutter contre l'habitat insalubre. Ces éléments justifient à nos yeux la nécessité d'une telle initiative. Deuxièmement, le centre-ville bénéficie d'un grand espace vert situé à 500 mètres de l'endroit que vous évoquez, le parc des anciennes mairies. Nous avons fait le choix de laisser respirer le centre-ville en augmentant la surface de ce parc, plutôt qu'en se focalisant sur la parcelle que vous évoquez. Cette question nous amène au futur centre de santé. Sa relocalisation au Square Lebon a précisément pour effet de permettre l'agrandissement du parc des anciennes mairies, et donc de contribuer à la régulation thermique du site. Ce nouveau centre de santé municipal fournira au personnel de soins, mais surtout aux patients, un équipement moderne et exemplaire écologiquement. À titre d'exemple, le centre de santé actuel ne permet pas de recevoir des patients à mobilité réduite. L'implantation du nouveau bâtiment nécessitera effectivement l'abattage de 3 arbres. Cependant, les espaces verts côté rue Sarcé et les arbustes en limite ouest du terrain seront préservés. 3 arbres seront également plantés en cœur d'îlot. Soyez donc assurés que nous mettons tout en œuvre pour lutter contre ces phénomènes d'îlots de chaleur urbains et que les résultats de l'étude commissionnée par la ville nous permettront de redoubler de précision dans notre stratégie de végétalisation à Nanterre. Je vous remercie.